J'ai vraiment le plaisir là, de vous présenter France Saint-Hilaire, qui est professeur à mon département aussi, la santé communautaire à l'AFMSS, qui va me présenter aujourd'hui. Donc, France est professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé et également prof associé à l'École de gestion, le tout à l'Université de Sherbrooke. Elle détient un doctorat particulier, là, vraiment un doctorat, on dirait, à deux têtes, donc en organisation, habileté de gestion et santé mentale au travail de l'Université Laval. Donc, professeur Saint-Hilaire est également vice-doyenne adjointe à la santé durable. Elle présentait il y a quelques heures à la FMSS justement sur la santé organisationnelle. Peut-être que certains ont pu assister à cette présentation-là. Donc, depuis plus de 15 ans, le professeur Saint-Hilaire s'intéresse à promouvoir et améliorer le bien-être des travailleurs, plus particulièrement les facteurs organisationnels et les comportements qui favorisent la santé psychologique au travail. Ses principaux projets de recherche concernent les comportements que peuvent adopter les gestionnaires et les employés pour favoriser la santé psychologique au travail, ainsi que les interventions organisationnelles à haut potentiel en santé psychologique au travail. À titre de chercheuse principale et co-chercheuse, France Saint-Hilaire a obtenu 22 subventions et contrats de recherche. Elle est auteure et co-auteure de plus de 75 conférences scientifiques ainsi que 33 publications scientifiques. Elle a donné plus de 200 présentations vulgarisées au Canada et à l'international. Et puis, des fois, j'aime pas ça dire ça parce qu'on met la barre des fois à un certain niveau, mais Nancy pourra confirmer. On a assisté à une des présentations de professeur Saint-Hilaire et je sais qu'elle est excellente conférencière en plus. J'ai mis la barre. Si ça plante aujourd'hui, au moins, vous saurez que des fois, je suis bonne. OK, je vous laisse la parole. Merci. Donc, vous devez vous demander, oui, j'étais à l'école de gestion, je suis arrivée à la FMSS et j'ai des nouveaux collègues, dont Nancy et Benoît, depuis très peu. J'ai un doctorat particulier. Si vous voulez, vous passerez me voir au bureau, je montrerai mon diplôme. Ils ont paniqué à l'Université Laval quand ça a été le temps de l'imprimer parce que le titre, il a dit Organisation, habileté, gestion, santé mentale au travail. Il avait peur que ça ne rentre pas. Il n'y a rien à faire, il faut que ça rentre sur un diplôme. Donc, c'est des doctorats sur mesure. J'ai un doctorat sur mesure en médecine sociale. Gestion des ressources humaines. Donc, j'ai vraiment fait les 3 disciplines. J'avais un beau jury qui m'a bien cuisiné pour les doctorats. Alors, avec 20 actions entre le travailleur et son environnement de travail. Comment mon objectif là, à long terme, c'est que vous finissiez votre carrière en meilleure santé psychologique. Parce que oui, le travail, c'est un facteur de protection. C'est l'environnement et les conditions dans lesquelles on exerce notre travail qui va nous rendre malades. Mais le travail en soi, c'est pour ça que vous étudiez, que vous êtes ici, c'est parce que ça vous motive. Donc, c'est une identité, c'est un sens. Donc, oui, j'ai joint la FMSS et ce matin, peut-être si vous ne l'avez pas entendu, on déploie quelque chose à la faculté de médecine. Donc, je vais appuyer la démarche. Vous aurez l'enregistrement, mais l'idée, c'est que vous allez me voir souvent, vous allez entendre parler beaucoup de santé psychologique dans les prochains mois, je ne vous lâcherai pas. Et Benoît m'a invité à vous présenter, je dirais, mon principal projet. J'en ai 2 gros. Je m'intéresse à quelque chose que je suis sûre que vous ne vivez pas actuellement, la surcharge de travail et la santé psychologique. Donc, ça, c'est un autre gros projet, mais je vais en parler un petit peu par la bande. Mais celui-là, ça fait 18 ans que je m'y intéresse. En fait, j'ai commencé pendant ma thèse de doctorat et comme vous voyez, donc j'ai fait une première phase qui va être beaucoup, les résultats que je vous présente vulgarisés aujourd'hui reposent essentiellement sur cette première phase-là, mais également, je l'ai poursuivi à travers mes subventions de recherche. Et là, avec une équipe canadienne, on est en train de développer des instruments psychométriques pour essayer de capter les meilleurs comportements, petites pratiques à effet papillon dont je vais vous parler, qui favorisent la santé, mais surtout développer une intervention. Parce qu'on sait que ça se développe des comportements, hein, ça va de soi, mais ce n'est pas nécessairement facile de développer avec des outils qui ne sont pas exigeants. Ce qui est le plus puissant, c'est le coaching. Imaginez de vous donner du coaching, tout le monde, surtout du coaching de gestion. C'est très, très, très énergivore. Ça ne vaut peut-être pas la peine pour tout le monde d'investir autant. Certains gestionnaires vont avoir besoin peut-être davantage d'accompagnement. Mais on sait qu'il y a des interventions de type co-développement, par exemple, qui peuvent avoir une efficacité intéressante, à la fois pour les employés et les gestionnaires.
Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est complètement vulgarisé, mais repose sur des données scientifiques. Et je sais que vous venez d'horizons très variés, ce qui fait qu'il y a peut-être des concepts pour vous que vous allez très bien connaître. Et il y en a d'autres, ça va peut-être être nouveau. Donc, je vais faire comme si vous étiez Martine, ma nouvelle secrétaire de direction, qui n'a jamais entendu parler de santé psychologique, tout en, évidemment, négligeant pas votre intelligence scientifique. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on ait un langage commun pour que vous puissiez ressortir avec une idée, oui, scientifique de ce qu'on peut faire, peut-être dans des approches avec lesquelles vous êtes moins familier, mais mon objectif aussi, c'est de prendre soin de votre santé ce midi et celle de vos collègues. Alors, on va déjà se donner un cadre commun. On parle beaucoup de santé psychologique. Tantôt, on parlait de santé organisationnelle. C'est des termes qu'on va définir différemment dans la science. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes cadres de référence, les mêmes cadres théoriques. Mais essentiellement, ici, quand je vais utiliser santé psychologique, c'est que je réfère à la fois à votre bien-être, mais aussi à la diminution de votre détresse. On a souvent pensé que la santé psychologique, c'était sur un continuum de vous n'allez pas bien, vous êtes en dépression, à vous allez très bien, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce serait plutôt deux axes parallèles dans lesquels vous pouvez vivre un peu de détresse psychologique et un peu de bien-être. Vous allez dire, ah ouais, je vous donne un exemple. Vous avez un nouveau poste. Par exemple, vous arrivez à la FMSS. Et on vous dit qu'à la FMSS, tu sais, quand je suis arrivée à la FMSS, anecdote, tout le monde me disait, tu sais, à la FMSS, c'est pas comme à l'université. Là, j'ai dit, ben, la faculté de médecine, à l'Université de Sherbrooke. Oui, mais tu sais, à l'université. Parler tout le temps de l'université pour dire campus principal. Ça me faisait rire parce que quand je suis arrivée, je dis, ben voyons, j'ai pris la pleine mesure de ce que ça voulait dire. Que oui, effectivement, les choses n'étaient pas faites de la même façon. Donc, quand on arrive dans un nouveau poste, on va vivre du bien-être parce qu'on est content, c'est un objectif, c'est un défi, mais on va vivre un peu de détresse et on va perdre aussi ce qu'on appelle une perte de fonctionnement optimal. On n'est pas efficace parce qu'on n'a pas les mêmes outils, on a des nouvelles habitudes à développer. Donc, je peux à la fois, quand je travaille sur votre santé psychologique, travailler sur la diminution de votre détresse, mais aussi sur l'augmentation de votre bien-être. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que dans les interventions qu'on met en place, on n'est pas obligé juste de s'intéresser à ceux qui ne vont pas bien. Puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on fait. Vous le savez, vous êtes en sciences de la santé, on s'intéresse beaucoup à ce qui ne va pas bien. On en parlait tantôt, tout ce qui est salutaire nous intéresse moins, mais oui, on peut travailler sur les deux. Je vais commencer avec un extrait. La première étude que j'ai faite, en fait, les deux premières phases, j'ai eu la chance de faire 220 entrevues semi-dirigées scientifiques avec des gestionnaires et des professionnels de tout niveau hiérarchique, de PDG à contremaître. J'avais des professionnels avec un très haut niveau d'autonomie, des commis, des secrétaires, dans 8 secteurs économiques différents, arts et spectacles, manufacturiers, santé, éducation, en France et au Québec. Et vous allez voir que je vais vous présenter quelques extraits de ces entrevues-là pour illustrer certains concepts. Alors, je vais commencer avec un premier extrait. Jusqu'à ce qu'une crise majeure arrive, que je pleure au travail, c'était très tendu et ça m'a fait comme ça. En fait, ça, c'est une coordonnatrice de la fonction publique. Et dans les 2 dernières années, suite à cet événement-là, hein, que l'élastique casse, elle avait vécu, en fait, une séparation. Hein. Une séparation est un des grands stress qu'on va vivre dans une vie, avec la maladie grave, la perte d'un être cher. Et au même moment, elle avait aussi changé 3 fois de patron. À chaque fois qu'on change de patron, c'est une adaptation relationnelle nouvelle. Hein, une relation qui est importante dans notre vie. Elle doit s'adapter. Et également, dans son cas, ce que ça signifie, c'est qu'à chaque fois qu'elle changeait de patron, elle changeait d'offre de service. Offre de service parce que tantôt, elle faisait davantage de santé, sécurité du travail, relations de travail, et là, elle était en coaching au gestionnaire. C'est le fameux matin où rien ne va. Je suis sûre que ça vous est arrivé dans le dernier mois. Pensez à un matin où vous êtes en retard, vous renversez tout, et là, ce matin-là, les enfants font une crise du bacon à terre. Vous savez que vous avez, c'était à l'époque, on allait toujours au bureau, puis notre ordinateur était sur notre bureau. Et là, elle avait ses notes de coaching dans son ordinateur, l'entrée agenda pour le rendez-vous avec son gestionnaire dans son ordinateur sur son bureau. Et elle arrive en retard dans l'immeuble. Elle court partout et elle est pour la fonction publique. Donc, c'est ces grands étages avec des paravents, vous savez. Et quand elle arrive, il n'y a plus de paravents. Il n'y a plus de bureau, il n'y a rien. Alors là, elle se pointe, elle se dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompée de building. Et là, il y a une collègue qui passe dans le corridor et qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Là, elle dit, ben, tu peux-tu m'expliquer où est le bureau? Là, c'est parce que je suis en retard, j'ai un coaching.
Là, elle dit, mais tu n'as pas reçu la note de service, on est réaffecté temporairement à tel étage, ils refont tout le filage informatique. Et là, notre pauvre coordonnatrice, elle fait ça par terre, elle éclate en sanglots, à part 2 ans d'invalidité. Qu'est-ce que les gens se sont dit? Oh mon Dieu, elle n'a pas été capable de gérer le filage informatique, le déménagement temporaire. En fait, ça avait été le dernier événement, la goutte qui a fait déborder le vase et qui a fait casser l'élastique. Notre élastique, c'est un peu notre détresse psychologique. Hein, ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, c'est un indicateur précoce de la santé mentale. Donc, c'est normal qu'on vive de la détresse. Du moment où on vit plus de détresse. Et quand vous vivez un événement majeur, c'est évident pour vous-même et pour les autres. Oups, pardon, je vais passer un petit quelque chose. Oui. C'est évident pour vous-même et pour les autres. Quelle est la cause? Vous vivez du harcèlement psychologique. Je fais travailler de façon démesurée. Ça va être évident. Mais pour la majorité des gens, c'est exactement ce qu'elle a vécu. C'est des micro-événements qui, pris isolément, ça a l'air tellement banal qu'on ne s'en occupe pas, qu'on ne s'en préoccupe pas. Et là, tranquillement, pas vite, on met de la tension dans l'élastique. On en met, et il passe du jour au lendemain. Je me souviens d'une PDG qui est très connue, qui a relevé des défis incroyables, capacité de gestion au stress comme on voit rarement. Elle garde toujours son sang-froid. Elle me racontait en entrevue qu'elle a fait une crevaison sur l'autoroute. Elle s'est rangée, elle est sortie de sa voiture, elle est allée dans le fossé, puis elle s'est mise à pleurer, comme une petite fille. Puis elle dit, France, ce que j'avais à faire, c'était juste de prendre mon téléphone et d'appeler le CAA. Je n'ai même pas besoin de changer la roue. Mais c'est le dernier événement qui a fait casser l'élastique qui fait qu'on n'est pas capable de faire face à ce qui est devant nous. Je vous en parle parce que vous avez peut-être le sentiment que les gens autour de vous ont la mèche courte. Ils ont l'élastique bien tendu et des fois, vous arrivez avec quelque chose de positif, mais vous formulez juste votre demande en quelque chose qui va s'ajouter, puis les gens vont faire « Arrête, je ne veux pas en entendre parler » parce qu'ils ont la mèche très courte. Quand c'est rendu qu'on va à la SAQ et qu'il y a des affiches, tu sais, quand on va à la SAQ, d'habitude, on est de bonne humeur. Moi, je me suis fait de vin. Hein, on va aller passer un bon moment. C'est pas, on peut être déprimé aussi, ça c'est vrai. C'est toujours fascinant quand c'est des gens de la santé publique qui nous disent ça. On peut être déprimé aussi. Mais d'habitude, même si on est déprimé, on se dit on a un petit moment de bonheur, tu sais, ça va faire du bien. Mais de façon générale, c'est pas l'endroit où il y a plus d'interactions agressives. Mais là, c'est rendu qu'il y a des affiches qui disent que vous devez être toi avec notre personnel. Les gens ont une fatigue pandémique qui s'est ajoutée et l'élastique est bien tendu. Je vais vous présenter un autre extrait d'entrevue. Plutôt que de comprendre les difficultés que je vis, ils vont appuyer sur le clou et ils vont dire « Arrête, tu n'es pas là, tu es où? » Même, ils m'ont donné un surnom, c'est Caspal. Vous savez c'est qui, non? L'intervieweur, oui. Je ne me voyais jamais, donc ça, ce n'est pas « Enfin, voilà ». Quand je les vois, mon surnom, c'est Caspal. C'est un jeune cadre qui vivait en fait le syndrome du cadre sandwich, qui est pris entre ses employés et sa propre hiérarchie, aspiré par des dossiers stratégiques, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de temps de terrain, comme on dit dans le langage, pour être avec ses employés. Il en était non seulement conscient, mais il en souffrait. Il en était conscient, puis il me disait, c'est rendu que j'arrive à 6h30 le matin pour avancer les dossiers stratégiques, pour être en mesure de pouvoir les accueillir quand ils arrivent à 7h30. Puis malgré ça, j'y arrive pas. Quand j'ai commencé ma thèse au début des années 2000, mon directeur de thèse me disait, à l'époque, les gestionnaires, les employés nous disaient, moi, je vois mon boss, mieux je me porte. On est dans une autre ère où les gens aspirent à une disponibilité de leur patron. Et cette entrevue-là, elle a été marquante pour moi parce que c'était la première fois qu'il parlait de ça à quelqu'un. Bon, j'étais canadienne, premièrement, je repartais avec ça dans l'avion, il n'y avait pas d'enjeu pour lui, mais j'étais aussi chercheuse. Et il n'y avait pas peur, en fait, d'être jugée ou de vivre les conséquences que pourrait engendrer le fait de dire, ben, si je me fais appeler Casper par mes employés, c'est clairement parce que je ne suis pas compétent. Ils ne me respectent pas. Il y avait le profond sentiment d'être incompétent et il y avait beaucoup de solitude. Ça a été marquant parce que quand je suis sortie de son bureau, devant moi, une étrangère que personne ne connaît, il y a quelqu'un qui a crié « Hey Casper, quand tu auras 5 minutes, tu viendras nous voir. » Je voudrais que si un gestionnaire fait ça aujourd'hui, les ressources humaines vont appeler très vite. Mais ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. L'incivilité, le manque de respect et le harcèlement psychologique envers les cadres, et il y en a de plus en plus. C'est tabou et c'est extrêmement tabou. Et la majorité des cadres ne dénonceront pas cette situation-là. Ils vont plutôt, en fait, quitter l'organisation. Et c'est un enjeu présentement parce qu'on a une pénurie de cadres. Tout ce que tu fais, de toute façon, c'est nul. Il y a même des gens dans l'équipe qui ne te le disent pas en face, mais tout
mais ce que tu fais, mais trouve que ce que tu fais, c'est nul. Pendant un jour ou deux, j'avais la boule au ventre, je ne me sentais pas à la hauteur, pas capable. À un moment, il m'a fait vraiment douter de moi-même. La majorité des cadres qu'on a dans nos organisations sont des anciens excellents ingénieurs, professeurs, infirmiers, avocats. C'est une progression, en fait, quand vous êtes bon dans votre travail, la reconnaissance qu'on va vous donner, c'est une progression hiérarchique. Et la majorité des gens qu'on va nommer là sont aussi reconnus pour des aptitudes à faire de la gestion des ressources humaines. Mais beaucoup de cadres m'ont avoué, moi, quand j'ai décidé d'être cadre, j'avais des projets, j'avais une vision, je voulais développer, je voulais qu'on ait du plaisir. Je ne voulais pas gérer une garderie. Dans gérer une garderie, ce qu'il voulait dire, c'est que je ne voulais pas gérer des ressources humaines. Mais ils se rendent compte que finalement, la job, c'est gérer des ressources humaines. Et ça, c'est un métier, gérer des ressources humaines. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend et ça se développe. Mais la majorité n'ont pas cette formation-là et d'autres ont moins d'aptitudes. C'est le cas de cette jeune ingénieure-là. Fort à parier que tout ce qu'elle fait n'est pas nul, mais clairement, elle était consciente qu'elle n'était pas adéquate. Il n'y a personne qui se lève le matin pour se dire « Hey, ce matin, comment je pourrais mal faire ma job? Comment je pourrais être contre-performant? » Il n'y a personne qui, intentionnellement, ne veut pas être bon. Au contraire, la majorité veulent avoir du succès dans leur poste. Mais elle disait, j'ai le sentiment que peu importe ce que je fais ou comment je le fais, je n'ai pas les résultats escomptés. Et pendant l'entrevue, je lui posais des questions assez simples. Qu'est-ce que vous faites pour aider vos employés dans leur charge de travail? Qu'est-ce que vous faites pour les soutenir? Puis elle a réussi à répondre des choses tout à fait pertinentes et elle semblait compétente. Mais de façon systématique, elle me posait la question, puis c'est pas ça le but, hein, c'était notre de scientifique, me posait la question, mais vous, là, vous êtes une experte, qu'est-ce que je devrais faire? Elle cherchait la réponse, le comportement. Elle ne savait pas comment se comporter. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand vous avez des réactions autour de vous, les personnes qui sont autour de vous, des fois, ils ont la mèche bien courte parce que l'élastique est bien, bien, bien tendu. Et des fois, ils n'ont pas le comportement adéquat parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et que je sois en position de gestion, que je sois en position de collègue, peu importe où je suis dans l'organisation, c'est vraiment dans notre vie aussi, très rare que les gens souhaitent faire du mal. Et souvent, ils vont dire « je ne sais pas comment faire ». Combien d'employés m'ont dit « je sais qu'il faudrait que je parle à ma collègue parce qu'elle mérite, puis que c'est rendu tendu entre nous, puis ça pourrait devenir un conflit, mais ça ne me tente pas. Je ne sais pas comment faire, j'ai peur, je suis gênée, j'ai peur que ça empire. » La majorité des gens ne savent pas comment faire. Petit truc personnel, la prochaine fois que vous vous sentez heurté, plutôt que d'être dans votre réaction, vous dire « hey, la motadite, elle ». Dites-vous « oh, elle ne doit pas bien aller pour avoir réagi comme ça ». Et ça nous permet justement de plutôt d'aller dans une escalade, de plutôt aller dans une désescalade. C'est ça qu'on va regarder. Comment que aujourd'hui, vous pouvez évaluer votre élastique, qui est bien tendu, comment on peut enlever un peu de tension dans l'élastique, puis comment éviter d'en mettre dans celle des autres. Parce que je dis tout le temps, on est souvent le facteur de risque de quelqu'un, mais on n'est pas au courant. Et le soir, quand on part, est-ce qu'on a été un facteur de risque ou un facteur de protection? Alors, quand on parle de santé psychologique, on parle beaucoup de stress. Le stress humain est bien compris. Pour ceux qui ont moins de notions sur le stress, on sait que c'est un processus nécessaire. Les gens vont souvent confondre stress, anxiété, fébrilité. Ils vont confondre plein d'états émotionnels. Mais le stress en soi, c'est hyper positif. Vous êtes levé ce matin parce que vous étiez stressé. Stressé sur le plan hormonal. Vous avez plus d'hormones de stress. Mais surtout, le stress, ça nous a permis de passer à travers l'évolution. On est encore ici en 2023, souhaitons que ça poursuive, je suis une éternelle optimiste, mais on est passé à travers des guerres, on est passé à travers des pandémies, parce que justement, notre cerveau est entraîné, en fait, à détecter des menaces. À l'époque, c'était le mammouth. Votre cerveau, c'est un détecteur professionnel de menaces. Il se demande toujours, est-ce que je vais survivre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de menacer ma survie? Et lorsqu'il détecte une menace, à l'époque, c'était le mammouth, il y avait deux réactions possibles. Vous deviez courir très, très, très vite ou tuer le mammouth puis le manger. Grâce, évidemment, le statu quo n'était pas possible, vous alliez mourir. Grâce à la détection de la menace, vous activez votre système nerveux sympathique parasympathique que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous, qui va réguler plein de processus corporels. On va augmenter le rythme cardiaque, c'est le temps d'envoyer du sang dans les muscles. On va diminuer la digestion, ralentir tout ça, c'est pas le temps de digérer, c'est le temps de courir.
Et grâce à ces processus corporels, vous allez sécréter les hormones de stress, cortisol, adrénaline, qui sont les plus connues, mais il y en a plein d'autres, vasopressine. Et vous allez, grâce à ça, faire les deux seules choses qu'on vous demande de faire, courir très vite ou tuer le mammouth. C'est la même chose qui se passe quand vous évitez un accident de voiture sur l'autoroute. Quand vous prenez une décision très rapidement qui peut mettre votre intégrité physique à mal. Le problème, c'est que le cerveau ne fait aucune différence entre une menace à votre intégrité physique, votre survie, et votre intégrité psychologique. Parce que oui, vous pouvez mourir d'intégrité psychologique selon votre cerveau. Ici, c'est une menace à l'ego. Donc, si vous n'êtes pas prêt, par exemple, pour une réunion, si vous allez rater une échéance, ou si vous allez arriver en retard à une réunion à laquelle vous ne devez pas arriver en retard, vous allez avoir une réponse de stress. Donc, les mêmes processus vont arriver. Et c'est pour ça que les risques psychosociaux, les stresseurs psychosociaux, quand ils s'accumulent dans notre environnement, que ce soit une exposition prononcée à un seul, très grande charge de travail, ou une exposition plus réduite, mais à plusieurs facteurs de risque, charge de travail un petit peu trop élevée, pas assez de reconnaissance, problème de contrôle, d'autonomie, va engendrer une réponse de stress qui, si elle devient chronique, devient délétère. Et c'est là que notre élastique casse. Ou si votre élastique ne casse pas, vous pouvez avoir des réponses physiologiques également. Vous le savez bien, le stress va aussi avoir des répercussions sur votre santé physique, mais également sur comportementale. Il y en a qui vont avoir des réactions comportementales de retrait social, par exemple. Ou on pense aller à la SEQ parce qu'on est justement stressé. On va consommer plus d'alcool, jeux pathologiques, etc. Mais le stress, c'est positif. On en a besoin du stress. Ce n'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est d'être dans une situation de stress chronique. Et c'est ce que je vais regarder avec vous. Excusez-moi, j'ai une hypersensibilité du clicker ce midi. C'est comme j'ai le doigt, il y a du stress dans le doigt. Alors, c'est pas parce que je suis stressée, c'est juste que je suis comme ça en général. Je veux vous parler de la capacité d'adaptation parce que c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup parler pendant la pandémie, la capacité d'adaptation. Puis là, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, c'est qu'en général, on est très bon à s'adapter. C'est pour ça qu'on est encore ici en 2023. C'est adapté à plein de choses. L'être humain est fait pour s'adapter. Et une autre bonne nouvelle pour vous, sachez que plus vous êtes éduqué, plus vous allez aimer les défis qui nous permettent de s'adapter. C'est pour ça que vous étudiez aussi longtemps. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Vous voulez apprendre, vous aimez relever des défis. Comme quand moi, je suis venue de l'école de gestion à la FMSS, où c'était comme un autre univers. On aime les défis, mais quand on a un nouveau défi, on a une réaction. Une réaction qui va nous amener avec un peu plus de détresse. Évidemment, c'est nouveau, on doit s'adapter. On l'observe aussi chez les jeunes mamans qui ont un premier bébé. Elles vont vivre, oui, c'était un défi qu'on veut se donner, on va vivre du bien-être, mais plus de détresse parce qu'on n'est pas sûr de toujours être adéquate dans les soins qu'on donne à notre enfant, d'être capable de le rassurer. Nouveau défi, détresse psychologique qui augmente et aussi ce qu'on appelle une perte de fonctionnement optimal. On ne se sent pas toujours efficace, évidemment, c'est nouveau. La bonne nouvelle, c'est quand je relève ce défi-là, puis que je prends le temps de m'adapter. Bien, à chaque fois que je m'adapte, je développe des nouvelles ressources. Et c'est pour ça que les gens qui sont plus avancés dans leur carrière et dans leur vie ont tendance à vivre plus de bien-être. Parce que quand ils regardent en arrière, ils se disent « Ah, je l'ai déjà monté cette montagne-là, puis je sais que je peux le refaire encore. » Donc, plus vous relevez des défis dans votre vie, et que vous réussissez à vous adapter, plus vous allez en fait bonifier votre coffre à outils, ce qui va vous permettre que les prochains défis vont être moins élevés. Donc, plutôt qu'être le mont, le Kilimanjaro, ça va être le mont Sutton quand vous allez le regarder, vous allez dire, je suis capable de le faire. Mais le problème, c'est que la pandémie nous a fait vivre ça. On était de défi en défi, on montait des montagnes constamment et on n'avait pas le temps de s'adapter. C'est pour ça que les gens ont la mèche courte, parce que pendant qu'on s'adapte, on refait nos ressources personnelles. Quand on n'a pas le temps de s'adapter, on puise dans nos ressources personnelles. Et nos ressources personnelles, c'est comme un réservoir, ou si vous préférez, un garde-manger. Certains ont commencé la pandémie avec peu de bouffe dans le garde-manger. Ils ont craqué assez rapidement. D'autres, c'est venu plus tard. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on va avoir une vague d'épuisement 2, 3 ans après la fin de la pandémie, parce qu'il y en a qui avaient un bon garde-manger, mais ils sont toujours en train de piger dans leurs ressources parce qu'ils sont encore en adaptation. Il y a encore des changements structurels dans tous les secteurs économiques confondus. On est en train de réviser nos façons de faire. Mais quand je n'ai pas le temps de refaire mes ressources personnelles, une autre stratégie qu'on va avoir, c'est de devenir individualiste. Quand il vous reste juste un sac de farine et une boîte de lentilles dans votre garde-manger, ça ne vous tente pas de partager avec les autres. Vous allez vous dire, je vais manquer, je vais avoir faim. Or, c'est contre-intuitif. On aurait intérêt
quand on a des ressources personnelles encore, à partager, parce que là, vous allez partager alors que vous en avez, et quand vous n'en aurez plus, il y a des gens qui vont partager avec vous. Mais on a tendance à se retourner vers soi, à devenir très individuel, et c'est là que le milieu d'environnement, notre environnement de travail se détériore. Parce que j'ai une autre bonne ou mauvaise nouvelle, ça dépend comment vous allez le voir, votre santé psychologique est dépendante de celle des autres. Si vous allez très, 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 très bien, puis que tout le monde va mal autour de vous, ça n'ira pas bien longtemps. Donc, vous avez tout intérêt à être super égoïste et à vous préoccuper de la santé psychologique des gens autour de vous parce que ça va être bon pour votre santé. Et c'est ça qu'on va essayer de voir, c'est mon élastique est où? Il est-tu tendu? Ma détresse est-tu élevée? Qu'est-ce que j'ai dans mon garde-manger? Et est-ce que je peux partager pour investir dans mon réel de santé psychologique pour le futur? Puis ça, on ne pense pas à ça, investir dans le futur, parce qu'aussi, en plus, nos relations interpersonnelles s'effritent au travail. Le taux de roulement n'aide pas. Pourquoi j'aiderais quelqu'un qui ne sera peut-être pas là dans 2 semaines? Il est où l'intérêt? Je vais prendre ma farine, je vais la partager, mais il ne m'en donnera jamais parce qu'il est parti. Or, le fait de partager, de donner, de soutenir, ça favorise votre santé psychologique par plusieurs mécanismes. On va regarder ça. Pour ceux qui sont en santé publique, santé communautaire, vous savez qu'on s'intéresse à monitorer le fait qu'est-ce qui, chez les travailleurs, va faire qu'ils vont se détériorer dans leur santé ou qu'ils vont plutôt vivre du bien-être. Ça fait plusieurs décennies qu'on s'intéresse à comprendre ça avec des enquêtes épidémiologiques où on va suivre aussi des cohortes de travailleurs de manière longitudinale. Puis quand on les mesure, on peut mesurer jusqu'à, on avait fait une enquête justement avec Mélanie, une enquête de santé publique, on peut mesurer plusieurs facteurs de risque. On pourrait en ajouter 25 si vous voulez, mais on sait qu'il y a 5 grandes familles de ces facteurs de risque-là. Et peu importe qui vous êtes sur le plan individuel, vos caractéristiques individuelles, on sait qu'elles interviennent, hein, votre personnalité. Est-ce que vous avez déjà fait un épuisement, par exemple? On sait que vous augmentez votre risque de rechute de 50 %. Donc, mon but, moi, c'est de prévenir que vous fassiez un épuisement. Peu importe vos caractéristiques individuelles, si je vous expose à ces mammouths psychosociaux, ces stresseurs, vous allez développer des effets délétères. Vos caractéristiques individuelles vont plutôt prédire quel type de réaction vous allez avoir. Est-ce que vous allez partir en épuisement, être plus anxieux? Est-ce que vous allez être psychosomatique? Vous ne dormez plus, vous faites des rash d'eczéma? Ou encore, vous allez avoir des réactions comportementales. Retrait social, vous ne voyez plus personne, vous enfermez comme dans une grotte, ou vous magasinez des chaussures de façon compulsive sur Internet. Ça, c'est mon genre. Quand je sais que je suis rendue à 650 $ sur ma carte de crédit à 11 h le soir, je dis franchement, je pense que tu es stressée. Mais peu importe qui vous êtes, si je vous expose à ça, vous allez développer des effets. Il y a 5 grandes familles. J'ai choisi de vous présenter quelques facteurs de risque parce que c'est nos cibles. C'est là-dessus qu'on va intervenir. C'est ce qui constitue notre environnement de travail sain ou malsain. Il y a tout ce qui est dans le contexte organisationnel. On pense, entre autres, à la gestion du changement. Je le dis toujours avec, je me retiens pour ne pas sourire quand je le dis dans le système de la santé, là, parce que la gestion du changement dans le système de la santé, c'est presque rendu une joke. Mais la gestion du changement en soi, ce n'est pas un facteur de risque. Okay? Le changement, je vous l'ai dit tantôt, un défi, un changement, ce n'est pas négatif en soi. Ça va devenir à 2 conditions. Un facteur de risque à 2 conditions. La première condition, c'est que vous ne voyez pas le sens du changement. Pourquoi qu'on changerait? Ça va-tu vraiment être mieux? Et à partir du moment où tu me demandes de changer, donc de me sortir de ma zone de confort, de monter une montagne, là, est-ce que mon univers à moi va pouvoir s'améliorer? Donc, souvent, dans les organisations, on ne communique pas le sens du changement. Et c'est les petits changements. Changement de collègue, changement de bureau. Là, je sais que là, ça vient de se passer quelque part que vous allez reconnaître, mais c'était une autre organisation que j'avais en tête. On réaffecte des bureaux. Mon département va sourire. On réaffecte des bureaux. Les gens sont aptes. Puis là, les gens ne comprennent pas. Mais c'est juste un bureau, c'est juste un local. Non, on développe notre environnement physique, c'est notre sécurité. Et on développe un attachement. Alors, quand on ne gère pas bien un déménagement de bureau ou de mobilier, ça a un effet sur les gens. Donc, ça peut être un petit changement comme ça peut être un grand changement de structure, comme la loi Kings, par exemple. Donc, tous les changements affectent les gens. Chaque fois que je vous demande de changer, il y a une adaptation. On l'a testé, on va changer, on va mettre de la construction, puis on va changer votre itinéraire le matin. Vous avez eu de la détresse.
parce que c'est un changement. Le cerveau n'aime pas le changement, il aime l'habitude. Vous allez vivre du bien-être à vivre des changements si je vous mets les conditions. Mais au départ, on n'aime pas ça. Est-ce que je vois le sens du changement? Deuxième condition, est-ce que je vis trop de changements simultanés? Des fois, le changement peut être hyper positif, mais on ne peut plus le prendre. Ça, c'est l'exemple de ma coordonnatrice au début là, qui avait changé 3 fois de patron. Il y en avait juste trop. Et je me souviens d'un gestionnaire qui, pendant la pandémie, m'a raconté on a eu un employé qu'on a accueilli il y a 10 ans au sein de notre organisation et dès le départ, il a manifesté son intérêt de devenir cadre. Puis nous, on avait le goût d'investir en lui. Fait qu'on lui a payé un baccalauréat à temps partiel. On l'a inclus dans les groupes de co-développement de cadres. Puis là, il vient de finir son MBA qu'on lui a payé. Pas rien, hein? Et pendant la pandémie, ben, il y a un poste de cadre qui s'ouvre, puis il rencontre son employé, il est tout content. Il dit, écoute, on t'offre un poste, ça fait 10 ans que tu attends ça. Et là, son employé le regarde et fait j'en veux pas. Le gestionnaire dit oh, je comprends pas, là, ça fait 10 ans qu'on se prépare à ça, que tu veux ça. Il dit je veux plus que ça change. En fait, la pandémie l'avait exposé à beaucoup de changements dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Et même quelque chose qu'il chérissait était devenu comme un trop grand stresseur. Donc, est-ce qu'on est en train de vivre trop de changements simultanés? Puis des fois, la réponse, c'est de dire on va ralentir un petit peu, puis on va prioriser qu'est-ce qu'on va mettre en place, même quand c'est positif. Je vous donne un exemple. Ça vous est-il déjà arrivé de vouloir faire un beau voyage? Ça fait longtemps que vous voulez, par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple, faire un voyage de trekking en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est un projet que j'ai, là, que je me suis donné. Mais là, vous arrivez, là, puis là, il faut l'organiser, le voyage. Vous êtes tellement fatigué, là, que vous allez préférer renoncer à l'organisation de votre voyage que de le faire. C'est exactement la même chose. Deuxième facteur dont je veux vous parler, la communication. La communication, on n'est pas bon là-dedans. Puis je vous dirais qu'on s'est détérioré au niveau organisationnel, mais aussi au niveau individuel, entre autres à cause des bebelles électroniques. On coupe court hein, maintenant avec le texto. Il n'y a plus de salutation d'entrée, premièrement, ni de sortie. Les textos, c'est l'enfer, le Teams. On est rendu très transactionnel, ce qui fait que même dans nos interactions, sans s'en rendre compte, on est rendu transactionnel. Et ce qui fait qu'il y a un gros niveau d'information qui va passer par l'aspect relationnel. Et en plus, on a été privé de ce qu'on est en train de vivre actuellement pendant 2 ans, ce qui fait que nos capteurs y ont été affectés. En fait, on s'est rendu compte que quand vous êtes totalement à distance, il y a une chose que vous n'êtes pas capable de percevoir et qui est hyper importante pour votre cerveau, c'est la contagion émotionnelle. Donc, si je suis à côté de vous, même si vous ne me l'exprimez pas avec des mots, vous n'allez pas bien, je vais ressentir quelque chose. S'il y a une réaction, je dis quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, vous ne l'exprimerez peut-être pas parce que vous êtes une poker face, mais je vais le ressentir, pas à l'écran. La contagion émotionnelle nous permet aussi de vivre un moment où on va pouvoir créer un lien social. Vous savez, tous les rites, les galas, les soupers, tout ça, là, des fois, quand on se dit, mon Dieu, on en a trop, puis là, on s'ennuie de ça, on a du plaisir, bien, ça nous permet de ressentir des émotions, qui nous permettent de faire du lien social et créer un attachement. Et cet attachement-là est hyper important dans le milieu de travail, puis c'est effrité. Quand vous êtes attaché à quelqu'un, puis qui vous demande quelque chose, ça va être beaucoup plus difficile de dire non que quand vous n'avez absolument aucun attachement. Donc, ça va avoir un impact sur la collaboration et le soutien social. Donc, la communication, ce n'est pas juste de recevoir de l'information d'en haut, mais c'est aussi d'avoir la possibilité d'envoyer de l'information, de dire comment ça se passe, d'avoir un canal efficace, mais aussi d'avoir le sentiment que ce que je vais dire peut influencer la base, mais aussi la direction. Et je vais vous parler de la justice organisationnelle, qui est un construit qu'on mesure depuis 2010, qui est apparu dans la littérature. Et la justice organisationnelle, c'est la perception que j'ai que le traitement que je reçois est juste et équitable. Pas égal, juste et équitable. Égal, c'est ce qui est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Personne en télétravail ou tout le monde en télétravail. Il n'y aura pas de notion d'accommodement. Vous aurez compris que dans l'ère d'aujourd'hui, avec le mot accommodement, avec le télétravail, travail hybride, on est justement dans des gros enjeux de justice organisationnelle. Combien de fois on a entendu « Hey, c'est pas juste, pourquoi elle peut, moi je peux pas? Pourquoi elle a le bureau, moi je peux pas? » On est dans des préoccupations de traitement qui ne sont pas nécessairement équitables. Et c'est souvent lié à la communication parce qu'on ne prend pas le temps d'expliquer. Quand je veux faire des accommodements, c'est beaucoup plus énergivore en termes de gestion que quand c'est la même chose pour tout le monde. C'est ça, on n'en parle pas. La justice organisationnelle, auparavant, quand on la mesurait,
on pensait que c'était surtout les nouvelles générations qui se plaignaient en fait de ne pas comprendre les règles du jeu pour accéder à des promotions, de sentir que ce n'était pas juste. Et maintenant, c'est tous les corps d'emploi qui en souffrent, même les travailleurs plus expérimentés. Ils vont dire, moi, ça ne me dérange pas de prendre un mandat, de rester plus tard en fin de journée pour aider une jeune collègue qui doit aller à la garderie. Mais le problème, c'est que quand moi, qui est, par exemple, aidant naturel pour un parent ou un conjoint malade, quand moi, j'ai besoin de cette flexibilité-là, ça, on ne me l'accorde pas. Puis moi, il y a 20 ans, là, en passant, il n'y en avait pas de congé parental et il n'y en avait pas de garderie. On s'arrangeait. Donc, il y a un profond sentiment d'injustice envers le contrat psychologique en se disant, moi, j'ai rien eu de tout ça et c'est encore moi qui donne. L'injustice organisationnelle, c'est un grand enjeu et je vous dirais que c'est un des facteurs de risque qui va être présent dans les prochaines décennies avec la surcharge de travail parce que les gens ont besoin d'avoir beaucoup de flexibilité et cette flexibilité-là peut, à un moment donné, atterrir dans le périmètre de l'autre et l'enlever à l'autre. Et ça peut être l'employeur, ça peut être un collègue. Moi, j'ai besoin d'être en télétravail parce que j'ai un enfant qui est malade. Parfait. Le problème, c'est peut-être que ma collègue est en train de se taper plus de tâches parce qu'elle n'est pas présente sur les lieux, parce qu'elle est plus interpellée, parce que les gens passent la voir, parce que vous êtes en télétravail. C'est des enjeux qui sont très complexes sur le plan de la collaboration. Je vais vous parler du contrôle. Les gens vont nous le dire comme ça. Quand ils commencent à être très stressés, ils vont dire « je suis en perte de contrôle ». C'est comme ça qu'ils l'expriment souvent. J'ai perdu le contrôle. Le contrôle, il se manifeste de plusieurs façons, mais c'est surtout l'autonomie. Est-ce que j'ai l'autonomie d'organiser mon travail, de changer mes tâches, de décider je fais quoi, dans quel ordre? Et cette autonomie-là est évidemment variable. On n'a pas tous la même autonomie. Puis l'autonomie, ça vient avec une imputabilité aussi. Il faut être bien autonome de faire ce que vous voulez dans votre journée, vous devez livrer. Il y en a d'autres qui ont moins d'autonomie dans la façon dont ils vont organiser leur journée, mais à 5 heures, quand c'est fini, c'est fini. Ils sont libres. Cette autonomie-là est variable et on n'a pas tous le même besoin d'autonomie. C'est évident. Il y en a qui aiment bien être encadrés, puis il y en a d'autres, c'est l'inverse. Mais si vous avez un sentiment que vous n'êtes pas autonome, que vous n'avez pas de flexibilité, ça va mettre beaucoup de tension dans votre élastique. Il y a également dans le contrôle la conciliation travail-vie personnelle. Super important, évidemment. Et là, je vais défaire un mythe parce qu'on est tous à la recherche du bonheur ici, maintenant, parfait. Hein? Et vous avez sûrement le sentiment que vous êtes toujours en déséquilibre, travail-vie personnelle ou souvent en déséquilibre. Je dirais que c'est normal et pas. Si vous aspirez à un équilibre parfait tout le temps, tous les jours, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Non, ça n'existe pas, cet équilibre-là. Maintenant, on parle d'équilibre travail personnel plus en termes de période de vie et aussi de carrière. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, il y a une sphère qui soit plus investie que l'autre. On sait par exemple que pendant les vacances estivales, vous investissez plus votre sphère personnelle. Des débuts de carrière sont plus exigeants. Quand vous avez des jeunes enfants, c'est plus la sphère personnelle. L'important, c'est que ça se rééquilibre à un moment donné. Si c'est toujours une sphère qui paie au détriment de l'autre, c'est là que vous entrez dans un conflit qui devient néfaste. Je veux vous enlever cette pression-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à un équilibre parfait à tous les jours. Et en fait, ils sont stressés parce qu'ils n'ont pas l'équilibre. Je leur dis, si, mettons, tu acceptes que ce n'est pas équilibré, est-ce que tu es moins stressé? Ah oui, bon. Donc, il ne faut pas avoir des journées parfaites. Et c'est correct que des fois, on est moins performant au travail, puis que des fois, oups, on a sauté le yoga. Donc, il faut se le permettre ça aussi. Il ne faut pas être dans l'hyper-contrôle soi-même. Je vais vous parler de la tâche. Alors, j'aime souvent commencer une conférence en disant qui est en sous-charge de travail. Et là, ça fait rire tout le monde parce que quand vous posez une question ces temps-ci, comment ça va? Ça va, ça roule, ouf! Tout le monde est toujours dans cette réaction-là. Puis il y a des gens qui disent peut-être qu'à force de dire ça, tu sais, on sent l'obligation de dire ça. J'ai dit oui, effectivement, ça a un effet. Puis peut-être aussi que des fois, on le dit pour se protéger parce que je ne suis pas dans le ouf, mais comme elle est dans le ouf, je ne voudrais pas qu'elle me transfère son ouf finalement. Fait que tout le monde dit qu'il est surchargé pour être sûr de ne pas prendre la tâche de l'autre. Mais de façon objective, il y a une surcharge qu'on note depuis 2016-2017. On a vu une augmentation de la charge de travail en termes de nombre d'heures travaillées, mais aussi de qualité empêchée. Donc, vous pouvez faire un nombre d'heures normal, mais vous ne réussissez pas à passer le temps que vous voulez avec vos patients, puis vos dossiers, vous ne l'avez pas lu, vous n'avez pas écrit votre article scientifique comme vous le vouliez, il a été rejeté. Bref, vous n'arrivez pas à faire la qualité exigée.
C'est très, très complexe la charge de travail. On est en train de l'analyser, surtout chez les travailleurs du savoir qui vous concernent, toute personne qui est en production d'information ou qui utilise l'information. Et c'est rendu presque tout le monde. Les opérateurs de machines dans les usines avant n'étaient pas des travailleurs du savoir. Maintenant, ils opèrent des robots. Fait que oui, ils sont rendus des travailleurs du savoir. Mais souvent, et vous allez le faire avec vos collègues, vous allez regarder, elle part à 4h30, elle peut se permettre de partir à 4h30. Ah, elle a moins de dossiers que moi. Fait qu'on va regarder souvent le nombre d'heures travaillées et le nombre de mandats. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plusieurs enjeux reliés à la tâche, dont, par exemple, on a observé une augmentation de l'intensité. C'est le fameux faire toujours plus avec moi. Vous avez les mêmes contraintes pour faire votre travail, imposées par l'employeur ou vous-même, c'est-à-dire que votre contrat de travail dit que vous ne pouvez pas faire plus que 35 heures, ou vous devez partir parce que vous avez les gamins à la garderie, vous n'avez juste pas le choix. Mais ce que vous avez à faire à l'intérieur de ces mêmes heures-là est plus exigeant. Soit que les dossiers sont plus complexes, soit qu'il y a plus de tâches. Fait que quand quelqu'un se plaint de surcharge de travail, il faut aller au-delà du type de mandat et du nombre d'heures. On s'est rendu compte, par exemple, que la fatigue cognitive, psychologique et physique était plus élevée chez des travailleurs dans le centre d'appel quand vous appelez pour vous plaindre, là, genre fournisseur Internet. Vous parlez à un robot 20 minutes, passez à plein d'étapes, votre niveau d'agressivité augmente de façon importante. Surtout quand vous êtes déconnecté que vous rappelez. Quand vous êtes à parler à une vraie personne, peut-être que vous contrôlez, 90% des gens sont en furie et engueulent la personne. Et ces personnes-là, en fait, quand ils sortent du bureau, ils font une journée normale, ils ne sont même pas capables de se faire à manger tellement ils sont épuisés parce qu'ils avaient toutes les conditions pour s'épuiser. Des clients agressifs, donc on va parler évidemment de tout ce qui est travail émotionnel. Est-ce que je dois exprimer une émotion que je ne ressens pas? Maintenant, c'est exigé partout. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le service à la clientèle, travailler avec des clientèles difficiles. On doit toujours être en contrôle de nous-mêmes, même quand on se fait envoyer promener. Et ça, c'est très exigeant sur le plan de la gestion de l'énergie. Ils vont vivre également du multitâche. Vous avez peut-être l'impression que le monsieur à qui vous parlez, finalement, ne vous écoute pas. Il ne vous écoute pas, c'est sûr. Il est en train de remplir le formulaire de plainte de la personne précédente. Parce qu'il y a un quota d'appels à traiter par jour. Et pour y arriver, il doit faire du multitâche. L'interruption de tâches, on est de plus en plus interrompu. Vous êtes bon, vous, je ne vous ai pas vu sur vos cellulaires. Il y a une étude qui a montré en 2011 que les travailleurs du savoir vivaient en moyenne 85 interruptions involontaires par jour. Les ergonomes ont montré que quand vous faites une tâche complexe cognitivement, écrire, par exemple, un rapport, et que vous êtes interrompu 5 minutes, vous perdez 20 minutes en productivité. C'est votre cerveau, c'est la mémoire de travail qui est sollicitée, elle n'est vraiment pas bonne pour être interrompue. Et le multitâche, vous n'êtes pas meilleur si vous êtes une femme en passant. Les études l'ont montré. On pense ça. Donc, si vous êtes en train de faire du multitâche et que vous vivez beaucoup d'interruptions, vous allez non seulement diviser votre attention, fait que les ressources disponibles sont diminuées, mais en plus, ça vous coûte plus cher. Vous pouvez lever juste votre doigt, il y a juste moi qui va vous voir, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Qui n'a jamais fait de courriel pendant une réunion Teams? Voilà. D'habitude, mon taux de succès, il est 100%. On plaide tous coupables, on l'a tous fait. On se dit, bah, c'est pas pour moi, c'est pas mon point, c'est pas intéressant, je vais être efficace. Hey, c'est-tu merveilleux? Je peux faire ma réunion, faire des courriels, on ne me verra pas. Mais en fait, on a commencé à avoir des données là-dessus, c'est fascinant. Bah, premièrement, les réunions ne servent à rien, parce qu'il n'y a personne qui écoute. Fait qu'on est obligé de répéter. Vous allez demander de l'information à un collègue qui a déjà été donnée en réunion, vous générez de la charge de travail. Puis en plus, votre courriel, des fois, vous n'avez pas la concentration pour le traiter. Et je vous raconte une anecdote. Envoyer une photo coquine à son VP plutôt qu'à son conjoint. C'est arrivé à quelqu'un qui a divisé son attention. Là, vous voyez, vous commencez à avoir des images, hein? On ne veut pas que ça nous arrive. Mais c'est pour vous dire que votre cerveau n'est pas fait pour ça. Et que quand vous le faites, parce que vous pensez qu'intuitivement, vous gagnez du temps, vous en perdez. Les données sont fascinantes. Fait essayez d'être dans le flow, ici et maintenant, dans la tâche que je suis en train de faire, ça va être beaucoup moins coûteux. Je vais vous parler rapidement de la reconnaissance et des relations, parce qu'évidemment, je vous l'ai dit, les relations se sont effritées, mais un des facteurs de protection par excellence, c'est le soutien social. Donc, il y a un effet tampon. Ça veut dire que je peux vous exposer à d'autres types de demandes, hein, un contexte qui n'est pas optimal, une charge de travail qui n'est pas optimale, un contrôle qui n'est pas optimal. Mais en mettant du soutien social, je vais réduire l'effet néfaste sur votre santé psychologique, sur l'élastique. C'est un peu l'effet des vaccins.
en fait, pour la COVID. Ça ne vous empêchera pas de l'avoir ou peut-être développer la maladie, mais ça réduit de façon significative le risque de vous détériorer. Mais le soutien social, pour en avoir, il faut en donner. C'est contagieux, comme la COVID. Et quand vous avez le sentiment que vous manquez de reconnaissance ou vous manquez de soutien social, je vous encourage à en donner, contre-intuitif. Comme l'empathie, ça se développe, le saviez-vous? On peut développer l'empathie. Évidemment, on va naître avec des niveaux d'empathie qui sont différents, sauf les psychopathes, mais on se rassure, c'est moins de 5 de la population. À part eux qui ont une capacité de ressentir de l'empathie, de la développer, on peut la développer. Fait qu'on sait pas, mais les psychologues ne le savaient pas. On s'est dit, est-ce qu'une fois qu'on est adulte, évidemment, dans votre environnement, dans votre enfance, vous allez être appelé à développer plus ou moins d'empathie. Mais après, une fois qu'on est dans l'âge adulte, est-ce que c'est fixe? On s'est posé la question. Puis on fait une expérience fascinante. Qui ont fait venir, c'est un peu, vous connaissez l'expérience de Milgram avec les chocs électriques, c'est un peu la même chose, on ne dit pas aux candidats qu'est-ce qu'ils vont vivre, on les fait venir, et en fait, ils viennent à l'université, puis volontairement, c'est fait comme dans nos belles facultés pour que vous vous perdiez. Et là, la personne, ils veulent justement faire prendre le mauvais chemin pour qu'elle arrive stressée, tendue, pour faire l'expérience. Et c'est un local là, comme à l'université pour faire une expérience. Et quand la personne arrive, on voit là, laboratoire de docteur machin, expérience X, Y, Z. La personne est en retard, elle se sent mal, elle regarde si c'est à bonne place. Et là, il y a un comédien qui rentre dans la salle et qui parle au téléphone et qui ne regarde pas où il va volontairement. Et là, il rentre dans l'épaule de notre participante. Et là, il fait « C'est quoi ton problème à toi? Regarde donc, tu vas! » Super agressif. Là, notre participante fait « Hey, wow, là, c'est toi qui regardes pas où tu vas. » Là, la personne est un petit peu incommodée, elle s'assoit. Et là, groupe A, le chercheur rentre, chercheur typique, là, avec la blouse blanche qui a de l'air bête. Et là, il arrive et il regarde le participant comme ça. Vous venez pour l'expérience? OK. Veuillez me suivre, madame. Et là, il a fait rentrer dans une salle avec un miroir, vous ne voyez pas de l'autre côté. Et là, il explique que vous avez des sauces piquantes ici, de très douces à très piquantes, ça peut tuer. Nous allons faire rentrer un cobaye, vous allez décider quel type de sauce piquante nous donnons. Bon, là, voyons donc. Et là, ils font rentrer le cobaye, c'est qui? C'est Joe Blow qui vous a rentré dans la... Systématiquement, les gens avaient tendance à donner des sauces, ça peut tuer. On refait la même expérience. On a un autre, c'est exactement la même mise en scène, sauf que le chercheur qui vient est empathique. On veut savoir, est-ce que d'être exposé à de l'empathie, ça va me permettre de développer? Puis là, le chercheur arrive, il fait « Bonjour, madame. Hey, vous avez dû chercher, hein? Ah, c'est tellement labyrinthe. » Je me mets à la place de l'autre. C'est tellement labyrinthe ici. Là, vous devez vouloir vous poser un petit peu. Voulez-vous un verre d'eau, un café? On va commencer par ça. Puis après, j'imagine que vous avez des questions. On ne vous a rien dit, hein? Là, vous devez être un peu stressé. Je suis empathique. J'essaie de comprendre l'autre. On refait la même mise en scène et systématiquement, les gens du groupe B avaient tendance à donner des sauces moins piquantes. Ce qu'on a découvert, c'est que l'empathie, c'est contagieux. Et que si vous voulez développer l'empathie chez les gens, tu sais, des personnes qui ne sont pas empathiques pantoute, on a tous des noms et des prénoms qui nous passent en tête, bien, c'est contre-intuitif de dire « je vais être empathique avec cette personne-là ». Et je l'ai testé auprès de Monique, ma commis du supermarché. Je vais à l'épicerie toujours le même jour, toujours à la même heure, et c'est Monique. Monique, elle a 62-63 ans, elle a un air de bœuf, et elle pitch nos fruits et légumes, tu sais, nos tomates à 7 piastres qui sont fendues. Et la tendance naturelle du client, normal, c'est de dire « Hey, attention, mes tomates, ça coûte 7 piastres. » Elle fait par exprès. Elle les garoche encore plus. Fait que je me suis dit, après avoir vu cette expérience-là, je vais le tester avec Monique. Fait que j'arrive, je dis « Bonjour! » Puis là, elle me regarde. Semaine numéro 2, « Bonjour, vous allez bien? » Ouais. Il fait beau aujourd'hui, hein? Numéro 3, « Bonjour, vous allez bien? Est-ce que vous avez profité du soleil? » Ouais. Je suis allée jouer dehors avec ma petite fille. « Ah, vous avez une petite fille? » Ouais, moi j'ai une petite fille. Numéro 4, je repasse. « Bonjour, est-ce que vous êtes allé jouer avec votre petite fille dehors cette semaine? » Oui, 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 place sur son cellulaire. Elle me regarde, c'est elle. Elle dit, elle est belle, hein? Je dis, oui, elle est belle, tout ça. Semaine numéro 5. Bonjour, comment ça va cette semaine? Ça va? Il y a un sourire. Elle me dit, c'est quoi ton petit nom? Avec le stress écran. Je lui dis, ouais, moi c'est Monique. Et là, maintenant, Monique, elle me chasse. Parce que ces gens-là qui ne sont pas empathiques, naturellement, sont exposés à tellement d'agressivité qu'ils sont de moins en moins. C'est la façon de se protéger. Donc, pensez-y la prochaine fois que vous aurez quelqu'un de bête autour de vous.
Et à Garage puis Pétaras, c'est ça. C'est la question que tout le monde me pose. Mais malheureusement, Monique est restée brusque. J'ai pas eu d'effet. Puis l'autre fois, c'est ma banque qui était toute poquée, puis mon avocat. Puis j'ai dit, Monique, s'il te plaît, j'ai dit, tu sais, mon avocat, là. Puis, savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Elle dit, mais ramasse-le, mets-le dans ton sac. Puis, bon, on va oublier les poqués, au moins, et pas bien. Ce que je veux vous parler, le temps passe, je placote trop. Le temps passe, mais ce que je veux vous parler, c'est que depuis plusieurs années, on s'intéresse à intervenir sur ces sites d'intervention-là. Parce qu'une fois que je vous ai dit ça, c'est là que ça s'arrête. Hein? En santé publique, en sciences organisationnelles, en psychologie du travail, on mesure tout ça, on vous dit, problème de charge de travail, problème de reconnaissance. Oui, on fait quoi après? Qu'est-ce qui est efficace? C'est à ça qu'on s'intéresse, mais on sait que sur le plan du comportement qu'on va adopter, on va avoir une influence sur ces facteurs de risque-là. Le fait que vous ayez un manque de reconnaissance, un manque de soutien, je ne veux pas faire de peine, mais ce n'est pas la faute de François Legault. Hein? Donc, c'est souvent, en fait, la majorité de nos facteurs de risque sont pas mal à 3 mètres autour de nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on a du pouvoir sur ce qui est à 3 mètres autour de nous. Ce qu'on sait, j'ai 5 découvertes à vous faire part, puis après ça, je vais vous laisser avec des petites inspirations de pratiques très concrètes. Puis là, je me rends compte qu'il y a une diapo de pause, mais il n'y avait pas de pause de prévu, ça, c'est pas long. Premier mécanisme dont je veux vous parler, on s'est rendu compte qu'en 2010, le leadership transformationnel chez les gestionnaires avait un effet tellement fort sur la santé psychologique des employés que c'était même la recommandation des experts pour réduire les problèmes de santé psychologique au travail. Deuxième découverte, on s'est rendu compte qu'en fait, le gestionnaire qui fait preuve de gestes de soutien favorise sa propre santé psychologique. Là, on ne comprend pas encore les mécanismes. Une des hypothèses qu'on est en train de tester, c'est que quand vous avez des gestes de soutien envers quelqu'un, vous observez des effets positifs sur son comportement ou son état, je favorise votre sentiment d'efficacité personnelle. Ça, c'est bon pour votre santé. On veut se sentir efficace. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne raison de ne pas adapter son comportement parce qu'on a un effet sur notre propre santé et celle des autres. Les mêmes mécanismes peuvent s'appliquer aux employés. Vous n'êtes pas obligé d'être gestionnaire pour avoir du leadership. On peut faire preuve de leadership dans n'importe quel rôle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Autre nouvelle, la boucle de rétroaction. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'on n'a pas tendance à intervenir quand ça va bien. En effet, la boucle de rétroaction, c'est plus un employé vit du bien-être, plus il va être en mesure de percevoir les gestes de soutien de son gestionnaire. Et plus un employé perçoit les gestes de soutien de son gestionnaire, plus son gestionnaire va y en donner. C'est le cercle vertueux par rapport au cercle vicieux. Autrement dit, les gens qui ne vont pas bien, on n'a pas le goût de les aider. Est-ce que vous avez tendance à vous tenir avec des gens qui sont agressifs, dépressifs? Vous allez vous éloigner. Et c'est là qu'on rentre dans le cercle vicieux. C'est-à-dire que souvent, en santé psychologique au travail, on intervient quand on est en crise, quand ça ne va pas bien. Et là, ça devient énergivore, puis ça vous prend bien de la farine puis des pois chiches dans votre garde-manger. Mais vous n'en avez pas parce que vous êtes en crise. Et comment on peut prendre conscience que c'est important d'intervenir en amont quand la boucle de rétroaction peut être mise en place? Et je vais vous parler de la chaîne de transaction et de l'effet papillon. La chaîne de transaction, c'est en fait, ça s'inscrit dans une vieille théorie de l'échange social, selon laquelle on est toujours en train, inconsciemment, d'évaluer les retombées qu'on reçoit pour ce qu'on a investi. Donc, je donne une fois, 2 fois, 3 fois, bien évidemment, je vais m'attendre à recevoir éventuellement. Et des fois, on a l'impression il y a quelqu'un qui est en déficit envers nous. Donc, dans nos vies personnelles, c'est pour ça que des fois, on s'éloigne de certaines personnes parce qu'on a l'impression qu'elles nous amènent moins que ce qu'on leur donne. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'avec la chaîne de transaction, on peut avoir un effet domino. Et vous pouvez, en donnant à quelqu'un d'autre, 1 fois, 2 fois, 3 fois, l'inciter à donner, pas nécessairement à vous, mais à quelqu'un d'autre, puis avoir cet effet domino-là. Et c'est ça qu'on veut dans notre environnement de travail. C'est pas toujours se demander qu'est-ce que l'autre peut faire, mais se demander qu'est-ce que moi je peux faire. Puis ça, l'effet domino, tout le monde a du contrôle là-dessus. C'est comme l'environnement. Hein? Des fois, on prend notre petite boîte de recyclage, puis on se dit, mon Dieu, ça va-tu vraiment changer quelque chose? Puis qu'on voit des dépotoirs à ciel ouvert en Inde, là, on se pose la question. Mais on sait très bien qu'en environnement, si chaque personne fait un effort pour chaque geste, consommation d'eau, recyclage, transport durable, c'est l'effet global. C'est ça la chaîne de transaction des comportements. Prendre conscience de mon comportement et de celui que je peux initier positivement chez l'autre. Et je vais vous parler de l'effet papillon.
L'effet papillon, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est pour expliquer la théorie du chaos, selon laquelle un battement d'aile de papillon provoquerait une tornade au Brésil. L'idée ici, c'est qu'en modifiant les conditions initiales d'un système, on va avoir une chaîne significative d'événements. Avec un petit comportement et la chaîne de transactions, j'ai un grand effet. Ça fait 18 ans qu'on s'intéresse à identifier ces petites pratiques à effet papillon, mais comme le temps passe, je vais être obligée de faire des choix déchirants et de vous raconter très peu d'histoires. Mais je vais vous en raconter 3, si Benoît me le permet. Il y a un petit dépassement. Oui, oui. Oui? Oui. Parce que je ne sais pas c'est quoi vos horaires respectifs, mais je ne le prendrai pas personnel si vous devez quitter. Et en échange, ce que je vous offre, vous pouvez envoyer vos réponses, puis je vous ferai un petit balado pour y répondre. Vos questions, je vous ferai un petit balado pour y répondre. Vous écouterez ça dans votre auto ou dans votre téléphone dans le transport durable. Et comme ça ne vous créera pas de surcharge de travail. Je vais vous raconter 3 histoires parce qu'on a identifié plusieurs pratiques, que 167 en fait, que les gestionnaires peuvent employer pour favoriser un environnement sain, donc agir sur les facteurs de risque, les cibles qu'on a identifiées. Et un qui est parlant pour la charge de travail, c'est celui des petits feux. Alors, on s'est rendu compte que dans la fonction publique, on avait 2 départements de ressources humaines et qui relevait, il y avait comme particularité de relever directement de la sous-ministre. Quand la sous-ministre fait une demande, c'est tout de suite urgent maintenant. Quand on a une demande urgente et importante, comme gestionnaire, on va avoir tendance à demander aux gens, on sait qu'ils vont le faire, qui sont fiables et disposés, ce qui fait que c'est souvent les mêmes personnes. Et c'est ce qui arrive dans une équipe. Les unes partent en épuisement les unes après les autres. 1, 2, 3, 4. L'autre département vit exactement la même réalité, les mêmes demandes. Donc, ce qu'on appelle une demande imprévisible, qui est un grand stress, mais tout va bien. Donc là, on se pose la question, est-ce qu'il y a des différences peut-être dans les enjeux de conciliation travail personnel? Ressources humaines, beaucoup des femmes jeunes avec des enfants. Non, c'est une répartition socio-démographique à peu près similaire. Mais en fait, l'autre gestionnaire dans l'autre équipe où ça va bien, il a fait des petits feux qu'on a appelés sur le plan scientifique, répartir les urgences entre les membres, répartir le travail entre les membres de l'équipe lors d'urgence. Et le petit feu, ben, c'est en fait, lorsqu'il y a une demande comme ça, tout le monde arrête de travailler. On s'en va dans la salle de réunion autour de la table, ça c'est le petit feu, 5 minutes. Et là, on va demander sur quoi tu travailles, sur quoi tu travailles, sur quoi tu travailles. Toi, tu continues. Et là, elle prend le maximum de personnes pour répondre à la demande urgente. Et je rencontre ces employés en entrevue. Et quand je leur demande qu'est-ce que fait votre gestionnaire pour vous aider dans votre charge de travail, avec empressement et enthousiasme, elle me répond des petits feux. Et là, je me dis, en quoi partir tard du bureau, c'est le fun. Et là, il y en a qui me racontent, ben là, me raconte c'est quoi les petits feux. Puis là, quand on a un petit feu, on appelle nos conjoints, on leur dit qu'on va arriver plus tard, qu'ils s'occupent des enfants, ils ne nous attendent pas pour souper, puis on se met à travailler. On est hyper motivés à finir le plus vite possible, parce que si on finit tôt, on va prendre un petit verre de vin. Et là, on me regarde et elle dit, oh, ça nous ferait du bien un petit feu, ça nous quinquerait. Et là, je le regarde et je fais, OK. Qui est un facteur de risque dans une équipe, surcharge imprévisible qui vous tombe dessus, est un facteur de protection dans l'autre, juste dans la façon dont gérer la charge de travail. Donc, quand on parle de petites pratiques avec un grand effet. Je vais vous raconter une autre histoire, qui est l'histoire, ceux qui ont déjà entendu ma conférence, qui est très connue, Monsieur Bon Week-end, connu à l'international, jamais été déclassé en plusieurs années. Je vous mets au défi de peut-être le surclasser. Alors, le déclasser, pardon. Monsieur Bon Week-end, je fais une conférence, atelier, 3 heures, et à la fin, ils doivent faire un travail d'identifier leurs facteurs de risque dans leur équipe sur lequel ils veulent travailler à titre de gestionnaire. Et cet homme-là est rentré dans la salle le matin, il mesure 6 pieds 4 et il a une gueule de tueur. Il fait peur. Je suis rarement intimidée, mais pendant toute la conférence, il me regarde comme ça. Il ne se passe rien. Il ne me lâche pas des yeux. Moi, je me suis dit, son boss, il a dit, tu vas là, tu captes ce que tu peux, essaye d'appliquer ça. Et on fait la conférence, on arrive en atelier, et c'est un ingénieur. Fait que moi, avec tous mes billets et préjugés, je me suis dit, un ingénieur va travailler sur la charge de travail, c'est pragmatique. Et là, quand j'arrive, puis je lui demande sur quel facteur de risque vous allez travailler, il me répond, les relations interpersonnelles. Fait que là, j'essaie de pas rire, justement. Et là, je suis OK. Qu'est-ce qui pose problème dans les relations interpersonnelles dans votre équipe? Et là, il me répond, mes employés ont peur de moi.
Là, je commence à avoir des histoires dans le coup et là, je me dis, bon, je dis, ben, j'imagine que vous ne cherchez pas des amis, hein? C'est quoi le problème concret dans votre équipe? Là, il dit, ben, on parle de moi, qui est dans une entreprise manufacturière, ingénieur, chaîne de production. Fait que quand il y a un problème, ils ne vont pas y dire. Fait qu'il dit, je fais des réunions d'équipe, ils ne parlent pas. Je fais des binômes, ils parlent encore moins. Fait qu'il dit, je suis tout le temps en train d'éteindre des feux. Alors, je dis, OK, parfait. On a présenté plein d'exemples de petites pratiques à effet papillon. Puis j'ai dit, ben, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Il dit, je vais partager un repas avec mes subordonnés. Il me lit demain sur ma diapo. OK? J'ai dit, si demain vous allez luncher avec vos employés, ils vont faire quoi? Ils ne parleront pas? Bon. On travaille 45 minutes pour trouver sa petite pratique. Alors, le gestionnaire le moins relationnel que j'ai rencontré dans toute ma carrière, meilleur élève à vie. Comme c'est un petit comportement, changement de comportement, on parle de 6 mois pour qu'il soit maintenant une habitude. Petite pratique, 6 semaines, il devait m'écrire, me dire comment ça s'est passé. 2 choses se passaient. Je leur disais, vous continuez, vous êtes des champions. Ou on fait un petit coaching de réajustement. Alors, comme c'est un bon élève, il me fait un message audio pour tout m'expliquer. La pratique qu'on a identifiée, c'est qu'à tous les vendredis après-midi, il allait appeler un employé différent pour lui souhaiter bon week-end. C'est tout. Pas de contact physique, on ne parle pas de travail, juste bon week-end. Alors, première semaine, j'appelle un employé, puis je lui dis, je voudrais te souhaiter bon week-end. Et là, son employé lui dit, OK. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Il dit rien, je veux te souhaiter bon week-end. Et là, le gestionnaire de me dire, je pense qu'il faut passer un bon week-end. Deuxième semaine, un autre employé. Troisième semaine. Et savez-vous ce qui s'est passé la 4e semaine? Les employés faisaient le détour par son bureau pour lui souhaiter bon week-end. Chaîne de transactions des comportements. Il dit, en me souhaitant bon week-end, il me demandait, t'aurais-tu 2 minutes? Puis là, il me parlait des dysfonctionnements, des problèmes. Il disait, restez dans le code de porte. Il me parlait des dysfonctionnements. Et cette histoire-là est si célèbre, c'est qu'il m'a écrit 1 an plus tard pour me dire, Madame Saint-Hilaire, je veux juste vous dire, je pense que ça marche vos petites affaires. Il appelait ça mes petites affaires, les petites papillons. Il dit, je pense que ça marche vos petites affaires parce que mes employés viennent de m'inviter à aller voir un match de hockey. Cet homme-là qui n'osait pas aller prendre un lunch sur l'heure, les heures de travail avec ses employés, se faisait inviter à une activité extra-professionnelle. Petite pratique avec un grand effet. Je pourrais vous raconter une petite histoire comme ça toute l'après-midi, j'en ai plein, mais vous allez voir sur les diapos, j'en ai plein de ces histoires-là qui sont des petites pratiques qui vont avoir un grand effet, mais je voulais aussi vous parler des employés, puis je vais vous raconter 2 histoires avant d'aller à la conclusion. J'ai première histoire que je veux vous raconter, c'est en fait un employé qui va avoir la préoccupation, on l'a tous, là, cette pratique-là, c'est-à-dire de ne pas intervenir dans le temps de repos de notre gestionnaire. Et vous savez, quand on est gestionnaire et qu'on a une nouvelle employée dans notre équipe, notre première tendance, parce qu'on a été formé à ça, hein, la politique de la porte ouverte, c'est-à-dire si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir. Et on va tous avoir tendance à faire ça, mais ça va être beaucoup d'interruptions, vous l'aurez compris, puis de la surcharge de travail. Et il y a cette volonté de préserver le temps de travail, mais aussi le temps de repos de son gestionnaire. Est-ce que je l'interromps constamment? Est-ce que je me dis, ah, peut-être que ce courriel-là, je pourrais le retenir le vendredi à 4 heures, puis je sais qu'elle va le regarder, puis elle va peut-être ruminer. Je vais y envoyer lundi, hein, cette préoccupation-là. Et moi-même, j'avais une nouvelle pendant la pandémie, j'ai pleuré ma vie, j'ai plus de commis puis de coordonnatrice académique. Et on finit par trouver une coordonnatrice. Elle n'a jamais fait ça, par contre, mais exceptionnelle. Elle venait de la FMSS. C'est exceptionnel. Alors, on la forme, puis je lui dis, bon, écoute, on va l'appeler Marie. J'ai dit, Marie, tu n'as jamais fait ça, fait que si tu as des questions, n'hésite pas. Tu sais, ce qui va peut-être te prendre 2 heures à trouver comme information. Moi, ça va me prendre 30 secondes. Elle me dit, absolument, France. Elle dit, je vais venir te voir, mais je ne serai pas là toutes les 5 minutes à taper à ta porte pour te poser des questions. Je vais les ramasser, puis on va trouver le meilleur moment dans la journée pour que tu puisses y répondre parce que toi aussi, tu es occupé. Donc, elle avait cette préoccupation-là hein, de ma charge de travail qui était de préserver mon temps de travail pour ne pas m'interrompre. Dernière histoire, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec un directeur général de centrale nucléaire. On est pas mal dans les emplois les plus stressants. Cet homme-là ne peut pas s'éloigner à plus de 250 km de son lieu d'affectation, puisqu'en cas d'accident, il doit être déployé sur le site à l'intérieur de 2h30. Les week-ends improvisés dans sa vie, ça n'existe pas. Là. On prévoit les vacances annuelles 1 an d'avance pour former quelqu'un. Et juste pour pouvoir le rencontrer en entrevue, j'ai fait 2 enquêtes criminelles. Et quand je suis arrivée sur le site de la centrale, donc je faisais l'entrevue dans les sites administratifs adjacents, je ne rentrais même pas sur la centrale nucléaire. Ben, j'étais arrivée avec mon beau sourire, mon accent québécois. J'avais de l'air louche. J'ai eu la fouille totale.
Je vous dis ça parce que c'est un milieu très dur, très masculin, très tendu. Et j'avais l'impression que j'allais poser mes questions qu'à une ours là-bas, là, que j'allais poser à un homme aussi important, stressé, des questions qui étaient tellement futiles. Mais quand je rentrais en entrevue dans son bureau, il me répondait comme un scalpel, d'une précision incroyable. C'était ce qu'on enseigne dans nos cours de MBA. Et je lui ai posé la question suivante, qu'est-ce que font vos employés pour vous reconnaître? Et j'ai eu la réponse typique des gestionnaires qui est, tu sais, moi, je n'ai pas besoin de ça, de reconnaissance. En fait, ce que j'ai besoin, c'est de savoir que mes gens sont bien, qu'on atteint nos objectifs. C'est ma reconnaissance. Vous avez compris que ce n'est pas la petite pratique à effet papillon que je recherchais comme réponse. Donc, j'ai creusé et il a fini par se lever puis prendre une carte du tiroir de son bureau puis de me la remettre puis de me dire, bien, ça, c'est une carte que j'ai reçue dans mes employés duquel j'ai été gestionnaire il y a 20 ans. Puis il vient de m'envoyer une carte pour me dire qu'il prenait sa retraite et que j'avais été le meilleur employé qu'il avait eu dans sa carrière. Et à ce moment-là, mon gestionnaire qui n'avait pas besoin de reconnaissance, il avait les larmes aux yeux. Peu importe qui on est tous des êtres humains, on a tous des besoins psychologiques fondamentaux et la reconnaissance en est un. Alors, je vous laisse sur 4 messages. Un gestionnaire en santé va avoir des pratiques de gestion saines, mais aussi en adaptant ses pratiques de gestion, il va être en meilleure santé. Donc, c'est les mêmes principes qui s'appliquent aussi pour les employés. Des fois, on sent qu'on n'a pas l'énergie. Ça vous est-il déjà arrivé? Pas avoir l'énergie pour aller faire votre course ou votre activité, vous le faites, puis ouf, c'est exactement la même chose. J'ai une tension, j'ai un conflit, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ma collègue, vous allez vous sentir libéré. Ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience de votre tension dans votre élastique, mais aussi peut-être ça que vous mettez à celle des autres. Vous n'êtes pas conscient, c'est jamais malveillant, on n'est pas conscient, mais aussi d'apprendre à lire votre environnement, puis à mettre des mots sur votre environnement, puis à identifier la pratique la plus porteuse. Rappelez-vous aussi la boucle de rétroaction. Plus on agit en amont, vous avez une petite tension dans une relation, intervenez rapidement avant de créer une escalade. La reconnaissance, attendez pas que la personne fasse quelque chose de merveilleux. Reconnaissez un geste rapidement, soyez sincère le plus tôt possible, délai de gratification. Mais aussi la chaîne de transaction, l'effort collectif va nous permettre de construire un environnement de travail sain. Et également l'effet papillon, ça ne prend pas des grandes choses qui demandent de l'énergie, qui vous demandent beaucoup de ressources dans votre garde-manger. Et c'est important aussi de créer une culture. Donc, d'avoir des ressources dans lesquelles les gestionnaires, la direction vont aussi appuyer en fait ce type de démarche qui vont envoyer un exemple, ce qu'on appelle l'exemplarité comportementale. Donc, on n'est pas tout seul, on a beaucoup parlé de notre responsabilité individuelle, notre pouvoir individuel, mais l'organisation, même la société a un rôle. Et sachez que la loi, la modernisation sur la loi de la santé et sécurité du travail impose maintenant au Québec aux employeurs de faire une évaluation des risques psychosociaux. On est très en retard par rapport à plusieurs pays, dont la France, l'Australie, le UK, mais que présentement, ça va devenir, on est vraiment dans un changement de culture, comme on peut observer dans d'autres sphères, comme par exemple l'inclusion, la diversité ou l'environnement. Donc, aussi bien s'y atteler et d'en prendre conscience le plus rapidement possible pour notre bien-être et celui des autres. Voilà, je m'excuse, j'ai dépassé. Merci beaucoup, France. Je pense que vous êtes d'accord avec ma banque que j'avais confiée à ce je sais que tu as offert de répondre à des questions, mais ça fait bizarre Je suis encore disponible, moi. Peut-être, on pourrait-tu faire juste 2 questions vraiment, puis désolé de restreindre. C'est moi qui est désolée.